Le projecteur unique me découpait dans l'obscurité de la grande salle de bal de l'hôtel Plaza Athénée. Un silence épais, presque religieux, était tombé sur les centaines d'invités. Leurs visages, des masques de curiosité et d'attente, étaient tournés vers moi. En bas, à la table d'honneur, ils me regardaient. David, mon mari, avec un sourire éclatant de fierté. À ses côtés, ses parents, Laurent et Hélène Fournier, rayonnaient d'un contentement presque arrogant. Ils croyaient assister à leur triomphe. À mon triomphe. Qui était le leur. Je portais une robe rouge. La couleur de la passion. Du sang. De la vengeance. J'ai porté le micro à mes lèvres, sentant le métal froid contre ma peau. Mon propre sourire était une œuvre d'art, parfaitement dessinée, cachant un abîme glacial. Bonsoir à toutes et à tous. Ma voix a résonné, claire et stable, dans le silence. Je suis si heureuse de vous voir si nombreux ce soir. Une pause. Je les ai laissés savourer ce dernier instant d'illusion. Ce soir, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire sur la vérité. Le sourire de David s'est légèrement figé. Il a senti quelque chose. Une note discordante dans la mélodie parfaite de notre soirée. Mais il était trop tard. Le rideau était sur le point de tomber. 3 mois plus tôt. Le vol de Genève a atterri à Paris avec 30 minutes d'avance. J'ai souri. Un merci silencieux au vent favorable qui m'offrait ce petit cadeau. Un peu plus de temps. Un peu plus de temps pour la surprise. Dans mon sac, le cadeau d'anniversaire pour mon mari, David, reposait dans son écrin. Une montre de collection. Une Patek Philippe en édition limitée que je n'avais pu obtenir que grâce à mes relations personnelles. 3 ans de mariage. Notre amour me semblait aussi fort, aussi vibrant qu'au premier jour. C'est du moins ce que je croyais. J'imaginais son visage s'illuminer. Ses yeux brillaient de cette joie enfantine que j'aimais tant. Une chaleur douce m'a envahi. La voiture de la famille, une berline noire et discrète, m'attendait à la sortie. Jean-Luc, notre chauffeur, un homme à la loyauté tranquille, m'a accueilli avec un sourire respectueux. Madame Dubois, quel plaisir de vous revoir. Monsieur Fournier m'avait dit de venir à l'heure habituelle. Il ne vous attendait pas si tôt. J'ai hoché la tête. C'est une surprise? Jean-Luc. Ne nous pressons pas. Je veux préserver les faits jusqu'au dernier moment. Plus nous nous rapprochions de notre appartement du 16e arrondissement, plus mon cœur battait vite. Cet endroit, nous l'avions choisi ensemble. Chaque meuble, chaque tableau, chaque recoin portait l'empreinte de nos décisions communes. C'était le symbole de notre amour, de notre avenir. Un avenir que je peignais avec les couleurs les plus vives. La voiture s'est arrêtée devant l'imposant immeuble haussmannien. J'ai fait signe à Jean-Luc de ne pas klaxonner. Je voulais me glisser à l'intérieur sans un bruit, comme une brise, et l'enlacer par derrière. La lourde porte d'entrée de l'appartement n'était pas fermée à clé. Juste poussée. Une étrange sensation m'a parcouru. Ma belle-mère, Hélène, était la personne la plus méticuleuse que je connaisse. Elle n'aurait jamais oublié de verrouiller. J'ai poussé doucement la porte et je suis entrée. Les voix de la famille de David me parvenaient distinctement du grand salon. J'ai reconnu celle de David, de son père, Laurent, et de sa mère, Hélène. Ils finalisaient sans doute les derniers détails pour la fête de ce soir. J'allais les appeler. Lancer un « Je suis rentré » joyeux, quand une phrase de David m'a cloué sur place. Ne t'inquiète pas. Maman. Ma femme est une idiote. Elle gobera tout ce que je lui raconterai. Sa voix était pleine d'une arrogance, d'un mépris absolu. La même voix qui, pendant 3 ans, m'avait murmuré des mots d'amour. C'était maintenant un couteau,
Une lame aiguisée qui s'enfonçait directement dans mon cœur. Je suis resté figé contre le mur. Mon corps raide. L'écrin dans ma main me parut soudain d'un poids insupportable. Hélène a poursuivi. Son ton dissimulant à peine sa cupidité. Heureusement qu'elle est idiote. Vraiment. Si elle était un peu plus maligne. Notre famille serait ruinée depuis longtemps. Toi et ton père. Finis en vite. Une fois que cet argent sera sur le compte de Fournier et Fils. Cette fille ne servira plus à rien. Si tu veux divorcer pour épouser cette petite. Chloé. Je ne m'y opposerai pas. Chloé. Ce prénom fut un second coup de marteau dans ma tête. La nouvelle stagiaire chez Fournier et Fils. Une jeune fille jolie et vive que j'avais moi-même complimentée auprès de David. Je n'aurais jamais imaginé que Laurent, ce beau-père que j'avais toujours respecté pour son sérieux et son calme, parlerait d'une voix aussi grave et calculatrice. Pour le divorce? Allons-y doucement, a-t-il dit. Il faut s'assurer que tout est bien ficelé, que le contrat d'investissement ne puisse plus être annulé. Éléonore est à la tête du groupe Dubois. Et sa mère, Isabelle, n'est pas une femme simple. Il faut être prudent. Avancez pas à pas. David, continue simplement de jouer le mari parfait. Ne la laisse rien soupçonner. Chaque mot était une aiguille empoisonnée qui piquait ma peau. Mon mariage de 3 ans. Une simple pièce de théâtre. J'étais l'actrice principale et naïve. Et eux. Des comédiens virtuoses. Ils avaient si bien joué que je n'avais jamais rien soupçonné. L'amour. L'affection. Les promesses d'un avenir commun. Tout n'était qu'un mensonge. Leur seul objectif, les 40 millions d'euros de l'entreprise de ma mère. Le groupe Dubois. Pour sauver leur propre société. Fournier et Fils. Au bord de la faillite. Une douleur aiguë m'a saisi la poitrine. J'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Mais je n'ai pas pleuré. Peut-être que lorsque la vérité est trop cruelle, les larmes ne viennent pas. À la place, un froid terrifiant s'est répandu dans tout mon corps. L'amour en moi venait de mourir. De ses cendres, la haine renaissait. J'ai reculé en silence, refermant soigneusement la porte comme je l'avais trouvée. Ils ne devaient pas savoir que leur mascarade était découverte. S'ils voulaient jouer, ce serait moi qui réécrirais le scénario de l'acte final. Je me suis retournée et j'ai rapidement quitté cet endroit qui avait été mon paradis. Mon cœur saignait, mais mon esprit était étrangement lucide. Le plan pour ma vengeance a commencé à se former à cet instant précis. J'ai hélé un taxi et demandé au chauffeur de me conduire directement à l'hôtel Coste. J'avais besoin d'un endroit calme, d'un espace rien qu'à moi pour organiser mes pensées. Assise dans la voiture, je regardais Paris défiler par la fenêtre. Les mêmes rues familières, les mêmes arbres que je croisais chaque jour. Pourquoi tout me semblait-il si étranger? Aujourd'hui, mon monde s'était effondré en quelques minutes. L'homme que j'aimais, la famille que je respectais de tout mon cœur, n'étaient que des escrocs. Arrivé dans la chambre d'hôtel, j'ai verrouillé la porte et je me suis effondré sur un fauteuil. Le silence m'enveloppait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je suis juste restée assise, le regard perdu dans le vide. Les souvenirs des 3 dernières années ont déferlé, net comme un film au ralenti. Le jour où David m'avait demandé en mariage sur le pont des Arts, son regard semblait si sincère. Le jour du mariage, sa promesse devant nos 2 familles de m'aimer et de me chérir pour la vie. Les voyages, les dîners romantiques, les mots doux, tout, absolument tout, n'était qu'une farce. Il me voyait comme un agneau gras, m'engraissant patiemment pour le jour de l'abattage. Plus j'y pensais, plus la douleur se transformait en un feu brûlant de haine. Ils avaient piétiné mon amour. Ils avaient fait de moi une idiote. Ils voulaient 40 millions d'euros. Eh bien, j'allais leur montrer le prix à payer pour avoir sous-estimé cette Éléonore.
Je n'étais pas une petite chose fragile qui s'effondre facilement. Je suis la fille d'Isabelle Dubois. La femme qui a bâti un empire à partir de rien. Le sang de ma mère, ce sang fort, coule dans mes veines. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de ma mère. Il a sonné une fois. Et sa voix, toujours douce mais pleine d'autorité, a répondu. Éléonore, ma chérie, tu es rentrée? Sa voix a noué ma gorge. Mais je me suis vite ressaisie. Ce n'était pas le moment de faiblir. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix aussi calme que possible. Maman, je suis là. J'ai un imprévu. Écoute-moi bien. J'ai besoin que tu donnes l'ordre de suspendre immédiatement l'intégralité de l'investissement de 40 millions dans Fournier et Fils. Tout de suite. Sans perdre une seconde. Il y a eu un silence de quelques secondes à l'autre bout du fil. Ma mère est une femme intelligente et perspicace. Elle savait que quelque chose de terrible avait dû se produire pour que je sois si catégorique. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle ne m'a pas questionné. Elle a juste dit une phrase. Ferme. D'accord. Je m'en occupe tout de suite. Ces mots m'ont soulagé d'un poids immense. Je savais que ma mère ne me décevrait pas. Isabelle naviguait dans le monde des affaires depuis des décennies. Gérer des gens comme la famille Fournier était pour elle un jeu d'enfant. Et encore une chose. Maman. Ai-je continué? La voix un peu plus froide. À partir de maintenant, tout ce qui concerne cette famille et moi. Laisse-moi gérer. J'aurai besoin de ton aide. Mais c'est moi qui prendrai les décisions. Je veux leur faire payer de mes propres mains ce qu'ils m'ont fait. Cette fois. Ma mère est restée silencieuse plus longtemps. Je pouvais l'imaginer froncer les sourcils. Inquiète pour moi. Mais à la fin, elle a respecté la décision de sa fille. Compris. Fais ce que tu juges juste. Je serai toujours là pour te soutenir. En raccrochant, j'ai senti une nouvelle force m'envahir. La douleur était toujours là. Mais elle ne me paralysait plus. Elle était devenue mon carburant. J'ai ouvert mes contacts et j'ai cherché un nom familier, Philippe Marchand. Avocat. Philippe n'était pas seulement mon avocat personnel, mais aussi mon meilleur ami depuis l'université. Il était la seule personne en qui je pouvais avoir une confiance absolue en ce moment. J'ai composé son numéro. La voix de Philippe à l'autre bout du fil semblait aussi enjouée que d'habitude. Tiens. La grande patronne est de retour. Tu as ramené quelque chose pour tes humbles sujets? Philippe. J'ai besoin de ton aide? Ai-je dit sérieusement? Sans la moindre trace de plaisanterie. Philippe a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Envoie-moi l'adresse. Tu peux venir tout de suite? C'est très urgent. Bien sûr. 10 minutes. A-t-il répondu. Après avoir raccroché, je suis allée dans la salle de bain et j'ai fait couler un bain d'eau froide. Je devais laver toute la souillure que la famille de David avait jetée sur moi. Je me suis regardée dans le miroir. Des yeux rougis mais sans larmes. Un visage pâle mais un regard acéré. La femme faible, submergée par un amour factice, était morte. La personne devant le miroir était complètement différente. Prête pour une guerre sans merci. 15 minutes plus tard, Philippe est arrivé. En voyant mon état, il n'a pas pu cacher son inquiétude. Il s'est assis en face de moi et a demandé anxieusement, « Éléonore? Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as une mine affreuse. » Sans mâcher mes mots. Je lui ai raconté toute l'histoire. De mon retour excité à la maison à la conversation cruelle que j'avais surprise dans le salon. Je lui ai tout raconté calmement. Clairement. Sans omettre un seul détail. D'une voix monocorde et sans émotion. Comme si je narrais l'histoire de quelqu'un d'autre. Seules mes mains, serrées à sans blanchir les jointures, trahissaient le chaos en moi. Quand j'ai terminé, Philippe est resté silencieux un long moment. Son visage normalement jovial s'était durci et ses yeux brillaient de rage.
Il a frappé doucement la table. Un geste contenu. Les salauds. Ces gens n'ont aucune âme. Comment ont-ils osé te tromper comme ça? La colère de Philippe m'a fait du bien. Au moins, j'avais un ami sincère à mes côtés. Ce n'est pas le moment de se mettre en colère? Philippe. J'ai besoin que tu m'aides. Demande ce que tu veux. A-t-il répondu sans hésiter. Enquête sur cette stagiaire? Chloé. Je veux tout savoir sur elle. Sa famille. Son passé. Depuis quand sa relation avec David a commencé. Tout. Dans les moindres détails. Ai-je dit d'une voix glaciale. Et aussi. La situation financière de Fournier et fils. Je veux un rapport complet sur leurs dettes et leurs projets ratés. Philippe a hoché la tête. C'est facile. Je vais mettre mes équipes dessus immédiatement. Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Divorcer et les jeter tous à la rue? J'ai secoué la tête. Un sourire amer et froid apparaissant sur mes lèvres. Si c'était si simple. Ce serait trop facile pour eux. Ils m'ont traité comme une idiote pendant 3 ans. Ils doivent goûter à leur propre médecine. Je vais continuer à jouer mon rôle de l'épouse douce et dévouée. Je vais jouer cette pièce avec eux jusqu'à la toute fin. Philippe m'a regardé avec une certaine inquiétude dans les yeux. Éléonore? Ce ne sera pas trop dur pour toi? Devoir voir chaque jour l'homme qui t'a trahi? Faire semblant de l'aimer? J'ai peur que tu ne tiennes pas le coup. Ne t'inquiète pas. Ai-je dit avec détermination. Quand l'amour meurt, seule la raison demeure. Fais bien ton travail. Je m'occupe du reste. Après le départ de Philippe, j'ai pris encore 1 heure pour me calmer. J'ai appelé à la maison, prétextant à la gouvernante un rendez-vous imprévu avec un partenaire important tout juste arrivé de Genève. J'ai dit que je rentrerais tard. J'ai demandé de préparer la fête d'anniversaire de David comme si de rien n'était. Puis, je suis allée dans un grand magasin. J'ai acheté une nouvelle robe et je me suis remaquillée avec soin. Je devais m'assurer qu'à mon retour, personne ne verrait en moi la moindre trace d'effondrement. Vers 20h, j'ai repris un taxi pour la maison. L'appartement était brillamment éclairé. Une musique douce s'échappait de l'intérieur. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai ajusté le masque parfait de l'épouse heureuse. Et je suis entrée. David a couru vers moi. Une fausse expression d'inquiétude sur le visage. Ma chérie. Te voilà enfin. Je n'arrêtais pas de t'appeler. J'étais si inquiet. Où étais-tu? J'ai souri doucement et j'ai passé mes bras autour de son cou. Un geste qui me donnait maintenant la nausée. Je suis désolée. Mon amour. Un partenaire important. Je ne pouvais pas me libérer plus tôt. Joyeux anniversaire. Mon mari. Je lui ai rendu un léger baiser sur la joue. David m'a serré fort contre lui et m'a murmuré à l'oreille, merci. Ma vie. Le simple fait que tu sois là fait de moi l'homme le plus heureux du monde. J'ai fermé les yeux, essayant de retenir une envie de vomir. Cette étreinte, qui avait été mon refuge le plus chaud, me semblait maintenant froide et sale. Mes beaux-parents se sont également approchés avec des visages souriants et bienveillants. Éléonore, tu es là. Tu as mangé quelque chose? Viens dîner avec nous, a dit Hélène d'une voix affectueuse. Merci. Maman. J'étais tellement prise par le travail que je n'ai même pas eu le temps de manger. Ai-je répondu avec un mélange de fatigue et de bonheur. Vous avez tout préparé si merveilleusement. Le dîner d'anniversaire s'est déroulé dans une atmosphère chaleureuse. Ils jouaient leur rôle à la perfection. Et moi aussi. J'ai servi David. J'ai rempli le verre de vin de mon beau-père. Et j'ai bavardé joyeusement avec ma belle-mère. De temps en temps, je surprenais les regards complices qu'ils échangeaient quand ils pensaient que je ne regardais pas. Ils célébraient le fait que leur proie était déjà dans le piège, ignorant que c'était eux qui allaient bientôt tomber dans le filet. Cette nuit-là, allongé à côté de David, écoutant la respiration régulière du traître, mon plan de vengeance est devenu de plus en plus clair dans mon esprit.
Quelques jours après cette fausse fête d'anniversaire, j'ai commencé à agir. J'avais besoin d'une excuse raisonnable pour me présenter chez Fournier et Fils, pour voir la situation de mes propres yeux et aussi pour intimider certaines personnes. Après avoir reçu le rapport préliminaire de Philippe sur la situation financière désastreuse de l'entreprise, j'ai eu une idée. Ce matin-là, au petit déjeuner, je me suis tournée vers David d'un ton très préoccupé. Mon chéri, j'ai remarqué que tu pars très tôt et rentres très tard ces derniers temps. Tu as l'air épuisé. Tu as un projet très important à l'entreprise? Les yeux de David se sont illuminés, bien qu'il ait essayé de paraître modeste. Eh bien, un projet comme les autres. Mais comme c'est la phase initiale, il y a beaucoup de travail, et je dois tout superviser. Je veux partager ce fardeau avec toi, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Que dirais-tu si j'allais à l'entreprise aujourd'hui pour jeter un œil? J'ai aussi fait des études de gestion. Je pourrais peut-être apporter quelques idées pour toi et papa. D'ailleurs, maman me pose souvent des questions sur l'investissement. Je devrais passer pour pouvoir l'informer. J'ai délibérément souligné les mots « ma mère ». Comme prévu. David et Laurent, qui lisaient le journal non loin, ont légèrement changé d'expression. Mon offre était une arme à double tranchant. D'un côté, ils étaient contents, pensant que je m'inquiétais sincèrement de l'investissement. Mais de l'autre, ils avaient peur que je découvre quelque chose d'anormal dans leur entreprise vide. Après un moment d'hésitation, David a souri et a accepté. Quelle excellente idée! Mon amour. Avec ton aide, tout ira beaucoup mieux. Je vais dire à papa de tout préparer et puis je viendrai te chercher. Pas besoin. Chérie. Ai-je répondu. Je peux y aller seule avec ma voiture. Je veux faire une surprise à tout le monde. Je ne voulais pas y aller avec lui. J'avais besoin de liberté pour observer. Vers 10 heures du matin, je suis arrivée au siège de Fournier et Fils. C'était un vieil immeuble dans un quartier secondaire, qui ne correspondait pas du tout à l'image du projet de plusieurs millions d'euros dont il se vantait. En entrant, ma présence a immédiatement attiré l'attention des employés. Bien sûr, tout le monde savait que j'étais la femme du vice-président. La poule aux œufs d'or sur le point de pondre pour leur entreprise. David et Laurent sont descendus en courant pour m'accueillir. Tous deux avaient une expression tendue et forcée. Ma chérie. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenue? A dit David. Je t'ai dit que je voulais te faire une surprise. J'ai souri radieusement en lui prenant le bras. Bonjour. Papa. C'est la première fois que je viens ici. Excusez-moi si je dérange. Laurent a eu un rire faux. Qu'est-ce que tu dis? Ma fille? Nous sommes une famille. Ta visite est un honneur. Laisse-moi te faire visiter l'entreprise avec David. Ils m'ont guidé à travers les différents bureaux. À première vue, tout semblait fonctionner normalement. Mais avec mon expérience en gestion, je pouvais facilement remarquer la désorganisation et le manque de professionnalisme dans le travail du personnel. L'atmosphère était lourde, sombre, sans la vitalité d'une entreprise en croissance. En passant devant le département administratif, j'ai aperçu Chloé. Elle était assise à son bureau. Et en me voyant avec David, son visage a pâli. Et elle a rapidement baissé les yeux, faisant semblant d'être occupée. Je me suis arrêtée et, en souriant, je me suis tournée vers David. Mon chéri. Cette stagiaire me dit quelque chose. Je crois l'avoir vue quelque part. David a tressailli, visiblement nerveux. Oh non. Tu dois te tromper. C'est juste une nouvelle employée. J'ai ignoré son expression et je me suis dirigée directement vers le bureau de Chloé. Je me suis penchée pour lire la plaque nominative. Chloé. Ah oui. Maintenant je me souviens. L'autre jour, tu avais dit que cette jeune fille était très efficace et jolie. N'est-ce pas? Mon mari? Ai-je dit en m'adressant à David, mais en gardant les yeux fixés sur Chloé. Elle tremblait,
Le visage livide, n'osant pas lever les yeux. Elle savait que ma présence ici, en tant qu'épouse de David, était un avertissement assez puissant pour elle. Je voulais semer la peur dans son cœur, qu'elle connaisse sa place. Ensuite, nous sommes allés dans la salle de conférence pour écouter Laurent et David présenter leur nouveau projet. Ils ont montré une série de chiffres gonflés sur papier, des plans grandioses mais irréalistes. Je suis restée assise en silence, écoutant, hochant la tête de temps en temps et posant des questions d'apparence innocente qui, cependant, touchaient les points faibles de leur plan, faisant transpirer père et fils pour trouver une explication. Cette visite avait atteint mon objectif. Je leur avais montré que je n'étais pas facile à tromper. Et en même temps, j'avais semé le doute et la peur entre eux. Le jeu ne faisait que commencer. Ma vengeance exigeait du temps et une préparation méticuleuse. Je ne pouvais pas simplement retirer l'investissement et les dénoncer. Ce serait trop doux. Je voulais qu'ils détruisent tout eux-mêmes, qu'ils éprouvent le sentiment d'atteindre le sommet de l'espoir pour ensuite tomber dans l'abîme du désespoir. Et pour cela, j'avais besoin qu'ils s'enfoncent encore plus dans le piège financier qu'ils s'étaient eux-mêmes tendus. Une semaine après ma visite chez Fournier et Fils, j'ai lu dans les nouvelles qu'une vente aux enchères caritatives était organisée par une prestigieuse fondation de la ville. C'était un grand événement qui rassemblerait de nombreux chefs d'entreprise et des personnalités influentes. Je savais que la famille de David ne laisserait pas passer cette occasion de redorer son image et de nouer des contacts. Et c'était aussi mon occasion. Pendant le dîner, j'ai mentionné la vente aux enchères avec désinvolture. Maman a appelé pour me rappeler que ce week-end, c'est la vente aux enchères de la fondation Cœur d'Or. Elle dit que c'est un événement très important, et que de nombreux grands partenaires du groupe Dubois y assisteront. En entendant cela, les yeux d'Hélène se sont illuminés. Oh! Vraiment? Ma fille? Ta mère a certainement de la vision. Il faut aller à ces événements pour élargir ses contacts. Bien sûr. Nous irons. J'ai souri innocemment. Oui. Mais y aller les mains vides, ça fait un peu mauvais genre. Tous ceux qui y vont enchérissent sur quelque chose pour soutenir la fondation. Je ne sais pas quel objet choisir. En disant cela, j'ai ouvert négligemment ma tablette et j'ai commencé à regarder la liste des objets mis aux enchères. Je me suis arrêtée sur l'image d'un vase en céramique antique au design exquis. Oh! Ce vase est si beau. Il ressemble beaucoup à un dont ma mère m'a parlé une fois. Elle disait que mon grand-père en avait un identique, mais qu'il avait dû le vendre dans les moments difficiles et l'avait toujours regretté. J'ai dit cela comme si de rien n'était, avec un ton de nostalgie. Mais je continuais à observer les réactions de David et de ses parents. Bien sûr, ils se sont regardés, échangeant un regard plein de sens. Je savais que le poisson avait mordu à l'hameçon. Gagner les faveurs de ma mère, la PDG du groupe qui tenait leur destin entre ses mains, était ce qu'ils désiraient le plus en ce moment. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai plus mentionné le vase, mais je savais que David avait déjà fait faire des recherches. Un jour, il est rentré avec une expression triomphante. Mon amour, je me suis déjà renseigné. Ce vase est une antiquité de grande valeur avec une provenance claire. Je pense que nous devrions l'acheter pour l'offrir à ta mère. Je suis sûre qu'elle adorera. J'ai feint l'inquiétude. Mais le prix de départ est déjà de 50 000 €. J'ai peur qu'il monte beaucoup aux enchères. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Chérie? David m'a pris la main d'une voix décidée. Pour faire plaisir à ta mère? N'importe quelle somme d'argent en vaut la peine. Ne t'inquiète pas. Je m'en occupe. Considère cela comme un petit geste de reconnaissance de mes parents et de moi envers elle. Je savais parfaitement que ce petit geste était en réalité un investissement. Ils étaient prêts à dépenser une grosse somme pour gagner la confiance de ma mère et s'assurer que les 40 millions n'étaient pas en danger. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le vase était un faux. J'avais demandé à un ami expert en antiquité de l'évaluer à travers des photos. Et il m'avait confirmé qu'il s'agissait d'une contrefaçon très bien réalisée. La personne qui l'avait mis aux enchères faisait également partie de mon plan. Le soir de la vente,
Mes beaux-parents et moi sommes arrivés, vêtus avec élégance et sophistication. David jouait le rôle du mari le plus galant et attentif. Lorsque le vase antique a été présenté, il n'a pas hésité à commencer à enchérir. Les enchères sont devenues féroces. Car d'autres concurrents, mes hommes bien sûr, étaient déterminés à l'obtenir. Le prix du vase a grimpé rapidement. Finalement, David a remporté l'enchère pour 250 000 €. Un chiffre qui a provoqué un murmure dans toute la salle. Lorsque David est monté sur scène pour récupérer l'objet, il m'a regardé avec fierté et triomphe. Il pensait qu'il venait de marquer un point énorme auprès de la famille de sa femme. Laurent et Hélène ne pouvaient pas non plus cacher leur joie. Ils ne savaient pas que ces 250 000 € provenaient de la poche personnelle de David. De l'argent qu'il avait secrètement économisé, qui était maintenant devenu un morceau de porcelaine sans valeur. En voyant son sourire, je n'ai ressenti que de la pitié. Le prix d'un mensonge commence parfois avec les plus brillants des oripeaux. Après l'épisode du vase, la famille Fournier était encore plus convaincue d'avoir totalement gagné ma confiance et celle de ma mère. Leur attitude envers moi devint encore plus douce, plus prévenante. David essaya même de se montrer plus contrit concernant sa liaison, dont il était persuadé que j'ignorais tout. Mais un renard ne peut cacher sa queue bien longtemps. Quelques jours plus tard, Philippe m'a transmis une information capitale. Ce samedi soir, David a rendez-vous avec Chloé au 5, un restaurant français luxueux de l'avenue Georges V. Il a réservé une table dans un coin discret. J'ai souri avec mépris. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Il venait de dépenser 250 000 € pour amadouer sa belle-mère, et il se précipitait déjà pour un rendez-vous avec sa maîtresse. Peut-être pensait-il que je n'irais jamais seul dans un endroit pareil. Ou peut-être que sa confiance aveugle avait obscurci son jugement. Parfait, ai-je dit à Philippe au téléphone. Merci. J'ai immédiatement appelé ma mère. Maman, es-tu libre ce samedi soir? J'aimerais t'inviter à dîner au 5. Ma mère a été surprise. Y a-t-il quelque chose de spécial? Ma chérie? Rien de spécial. Maman. Je veux juste que nous passions un moment ensemble. Ça fait longtemps que nous n'avons pas dîné en tête-à-tête. Tu viendras avec moi? Ai-je dit d'une voix enjôleuse. Ma mère, qui me cédait toujours tout, a accepté sur le champ. Bien sûr. Ma chérie. Si tu me le demandes. Comment pourrais-je refuser? À quelle heure? 19h30? Maman. Et mets-toi sur ton 31. Samedi soir. Ma mère et moi sommes arrivés au restaurant. J'avais réservé une table depuis laquelle nous pouvions observer le coin discret de David sans être trop évidente. Nous nous sommes assises. Nous avons commandé et nous avons discuté vivement. Comme à notre habitude. Ma mère n'a posé aucune question sur mon plan. Elle était simplement à mes côtés, m'apportant son soutien inconditionnel. Vers 20h, David et Chloé sont entrés. Ils portaient un costume élégant, elle une robe décolletée et un maquillage appuyé qui la vieillissait. Ils se sont dirigés vers leur coin réservé sans remarquer notre présence. Ma mère et moi avons continué notre dîner. Une demi-heure plus tard, alors que leur plat avait déjà été servi, j'ai fait un signe à ma mère. Je me suis levée, un verre de vin à la main, et j'ai dit, maman, je vais aux toilettes un instant. J'ai délibérément emprunté un chemin qui passait près de la table de David et Chloé. En m'approchant, j'ai, accidentellement, trébuché sur le pied d'une chaise et je suis tombée vers leur table. Le verre de vin que je tenais s'est renversé sur David, laissant une grande tache sur sa chemise blanche. Oh! Je suis tellement désolée, ai-je dit maladroitement. Puis j'ai levé les yeux, feignant une surprise majeure. David? Mais qu'est-ce que tu fais ici? David et Chloé étaient stupéfaits. Lui, pâle, bégayait, incapable de former un mot. Éléonore. Qu'est-ce que tu fais là? Les couverts de Chloé ont cliqueté sur son assiette,
Paniquée. À ce moment, ma mère s'est approchée, feignant l'inquiétude. Elle a regardé David, puis Chloé. Et sur son beau visage, une brève expression de surprise est apparue, qui s'est rapidement transformée en un sourire indulgent et compréhensif, celui d'une femme du monde. Tiens, David. Quelle coïncidence. Ma fille et moi dînons aussi ici, a-t-elle dit d'une voix douce, comme si de rien n'était. Puis elle s'est tournée vers Chloé, la toisant de haut en bas avec un regard que seule une femme expérimentée peut avoir. Bonjour. Vous êtes une collaboratrice de David? Vous êtes très jolie. Chloé a baissé la tête, n'osant pas répondre. David était si nerveux qu'il ne savait plus quoi dire. Oui. Oui. Maman. C'est une partenaire de l'entreprise. Nous discutions de quelques affaires de travail. Ma mère a souri intérieurement. Mais à l'extérieur, elle a fait semblant de le croire. Elle a tapoté l'épaule de David d'une voix pleine d'ironie. Ah. Oui. Discuter de travail dans un endroit si romantique? Ça doit être très productif? N'est-ce pas? Bon. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Éléonore. Viens avec moi. Laissons ces jeunes gens avoir leur espace pour travailler. Elle m'a pris le bras et m'a ramené à notre table, laissant David et Chloé assis au milieu de la confusion et de la panique. Cette rencontre était un coup psychologique parfait. Ce n'était pas une scène de jalousie scandaleuse, mais un avertissement subtil qui laissait David terrifié d'être découvert, mais incapable d'expliquer l'étrange générosité de ma mère et de moi. Sa confusion et sa peur ne feraient qu'augmenter. Et c'était exactement ce que je voulais. La pièce était encore longue, et les surprises qui l'attendaient ne faisaient que commencer. Après cette soirée fatidique au restaurant, l'atmosphère à la maison est devenue incroyablement étrange. David a passé plusieurs jours sans oser me regarder dans les yeux, cherchant toujours des excuses pour m'éviter. Il essayait d'agir de manière plus attentionnée et aimante, mais la maladresse et la peur dans chacun de ses gestes ne pouvaient pas me tromper. Il attendait. Il attendait une explosion de colère, un interrogatoire de ma part. Mais je ne lui ai pas donné ce qu'il attendait. Je suis restée calme, douce, comme si rien ne s'était passé. Mon silence était la punition la plus terrifiante. Finalement, après presque une semaine à vivre dans l'angoisse, David n'a plus tenu. Ce soir-là, alors que je lisais dans la chambre, il est entré et s'est agenouillé à mes pieds. Éléonore, je suis désolée. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Juste cette fois. Il était comme un noyé qui s'agrippe au bord de ma robe. J'ai posé le livre et j'ai regardé froidement l'homme agenouillé devant moi. Quel grand acteur. Ses larmes semblaient si réelles que si j'avais été l'Éléonore d'il y a un mois, je me serais probablement attendrie. Quelle erreur as-tu commise? Ai-je demandé sans la moindre trace d'émotion. Je n'aurais pas dû sortir avec elle. Mais ce n'était que du travail. Vraiment. Il n'y a rien entre nous. Juste des affaires. Un protocole social. Tu dois me croire. Il continuait à tout nier. J'ai souri amèrement. Un sourire plein de sarcasme. Un protocole social. Tu me prends pour une enfant de 3 ans qui va croire à ces mensonges? C'est alors que j'ai sorti les photos que Philippe avait obtenues. Des images de David et Chloé s'embrassant dans la voiture, entrant dans un hôtel main dans la main. Clair, sans équivoque. Je les lui ai jetés au visage. Est-ce que ça aussi? C'est un protocole de travail? David a regardé les photos. Toute couleur a quitté son visage. Il savait qu'il ne pouvait plus nier. Il a caché sa tête contre le sol, suppliant désespérément. Je suis désolée. Je sais. J'ai perdu la tête. C'était une erreur stupide. C'est elle qui m'a séduit. Je n'aime que toi. Éléonore. Ne me quitte pas. S'il te plaît. Je ne pourrais pas vivre sans toi.
Je suis restée assise à écouter ses excuses. Et ses justifications? Quelle bassesse! Même à ce stade? Il rejetait encore la faute sur les autres. Mais je ne l'ai pas démasqué. J'avais besoin de lui. J'avais besoin de sa coopération pour mon plan. J'ai feint un soupir. Jouant l'épuisement et la blessure. Lève-toi. Puisque nous en sommes arrivés là. J'ai laissé la phrase en suspens exprès. David, en m'entendant, est devenu encore plus effrayé, pensant que j'allais demander le divorce. Il s'est précipité pour jurer et promettre 1000 choses. Je te jure que ça ne se reproduira plus. Je vais couper tout contact avec elle. S'il te plaît. Donne-moi une dernière chance. Éléonore. Je suis restée silencieuse un long moment, laissant sa peur grandir jusqu'à la limite. Puis j'ai dit lentement, très bien. Je peux te donner une chance. La tête de David s'est relevée, avec la joie d'un naufragé qui trouve un radeau de sauvetage. Mais à une condition. Ai-je poursuivi d'une voix ferme. Ma mère est très déçue par toi. Elle reconsidère l'investissement de 40 millions. La seule façon de regagner sa confiance c'est que tu prouves ta valeur. Je veux participer personnellement à la supervision du nouveau projet de Fournier et Fils. David s'est figé. Cette condition était en dehors de ses calculs. J'ai continué sans lui laisser le temps de réfléchir. J'agirai en tant que représentante du groupe Dubois, supervisant directement l'avancement et les flux de trésorerie du projet. Chaque dépense devra passer par mon approbation. Ce n'est qu'alors que ma mère sera assez tranquille pour débloquer les fonds. Qu'en penses-tu? C'était un pacte avec le diable. Apparemment. C'était une opportunité pour David de se racheter. De sauver son mariage et l'investissement. Mais en réalité, c'était un moyen pour moi d'avoir un contrôle total sur Fournier et Fils. Une fois que je contrôlerai l'argent, je pourrai les étouffer quand je le voudrais. David, dans sa panique de tout perdre, n'avait plus la lucidité de peser les conséquences. Il y a seulement vu sa seule planche de salut. Il a hoché la tête frénétiquement. D'accord. D'accord. J'accepte tout ce que tu dis. Du moment que tu ne me quittes pas. Bien. Je me suis levée et je suis passée devant lui. J'irai à l'entreprise demain. Prépare-moi un bureau. La porte s'est refermée, laissant David au sol avec une lueur d'espoir nouvellement allumée. Il ne savait pas qu'il venait de signer son propre arrêt de mort et celui de sa famille. Le jeu du chat et de la souris entrait maintenant dans sa phase la plus excitante. Ayant le contrôle du projet entre mes mains, ma prochaine étape était d'éliminer l'épine dans mon pied, la maîtresse. Chloé. Je ne pouvais pas permettre qu'elle continue à tourner autour de David et à causer des problèmes inutiles. De plus, elle était aussi une pièce importante de mon plan. J'ai demandé à Philippe d'organiser une rencontre avec Chloé dans un café discret. Je ne voulais pas la voir à l'entreprise ou dans un endroit qui pourrait attirer l'attention. Quand Chloé est arrivée, elle avait l'air assez hagarde. L'incident du restaurant et probablement les menaces ultérieures de David l'avaient laissée sans sommeil. En me voyant l'attendre, elle a tressailli avec une expression de peur et de suspicion. « Madame, pourquoi vouliez-vous me voir ?» a-t-elle balbutié. J'ai souri. Un sourire poli, mais assez froid pour glacer le sang. J'ai fait glisser une enveloppe épaisse sur la table. Ici dedans, il y a 100 000 euros. Prends-les. Considérez-le comme un petit cadeau de ma part. Chloé a regardé l'enveloppe, stupéfaite. Puis moi, ne comprenant rien. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? J'ai pris une gorgée de mon thé et j'ai dit lentement, je veux que tu prennes cet argent et que tu quittes Paris. Que tu t'éloignes de David. Va dans une autre ville et commence une nouvelle vie. Avec cet argent, tu pourras vivre confortablement. Ouvrir un petit magasin ou faire ce que tu veux. Chloé a baissé les yeux en silence. Je savais qu'elle hésitait. 100 000 euros était une somme énorme pour une jeune fille d'origine modeste comme elle. J'ai continué d'une voix douce, mais avec des mots qui blessaient son orgueil. Tu es jeune et jolie. Pourquoi gaspiller ta jeunesse avec un homme marié?
Crois-tu vraiment que David t'aime? Ne sois pas naïve. Tout ce qu'il veut de toi, c'est la nouveauté et ton corps. Quand il se lassera, il ne te restera rien. Tu auras perdu ta jeunesse et gagné la réputation d'être l'autre femme, la briseuse de ménage. Penses-tu que ça en vaille la peine? Mes mots ont touché le point sensible de ses peurs les plus profondes. Elle a commencé à trembler. Mais David a dit qu'il divorcerait pour m'épouser? A-t-elle dit d'une voix faible? Plus comme une tentative de se convaincre elle-même qu'une affirmation. J'ai ri. Un rire plein de sarcasme. Divorcer pour t'épouser? Sais-tu que sa famille est noyée sous les dettes et dépend de la mienne pour survivre? Penses-tu qu'il oserait me quitter? Moi, l'épouse qui peut lui obtenir 40 millions? Pour épouser une stagiaire sans rien comme toi? Réveille-toi, ma petite. Je me suis levée et j'ai mis mon sac à main sur mon épaule. Je te donne 3 jours pour y réfléchir. Si tu acceptes, viens à cette adresse et tu recevras également un contrat de travail. Je te trouverai un bon poste à Lyon avec un salaire élevé. Si tu refuses, alors ne me reproche pas d'être cruelle. J'ai laissé la dernière phrase en suspens exprès pour qu'elle imagine elle-même les conséquences. Je savais que pour quelqu'un d'aussi cupide et lâche que Chloé, le choix était clair. Comme je m'y attendais, 2 jours plus tard, Chloé m'a contacté. Elle a accepté l'argent et est partie. La transaction a été rapide et silencieuse. J'ai vu l'argent lui parvenir et elle disparaître de ma vie. Je n'ai ressenti ni joie ni victoire. Seulement de la pitié pour ces femmes stupides qui se transforment en marchandises. Mais c'est elle qui avait choisi son chemin. Je lui ai juste fait une offre qu'elle ne pouvait pas refuser. Cet obstacle étant levé, je pouvais me concentrer entièrement sur mon objectif principal, la famille de David. Après avoir réglé l'affaire Chloé, j'ai commencé mon travail de supervision chez Fournier et Fils. Ils m'ont attribué un bureau à côté de celui de David. Chaque jour, j'arrivais au bureau à l'heure et j'exigeais tous les documents, contrats et rapports financiers. Ma présence était comme une ombre planant sur toute l'entreprise. Père et fils, bien qu'ils sourient et coopèrent en apparence, étaient clairement nerveux. Ils devaient cacher les déficits et les projets ratés tout en faisant face à ma supervision stricte. Au cours de ce processus, j'ai découvert de nombreuses pratiques de fraude fiscale et de comptabilité créative. J'ai secrètement copié toutes les preuves et les ai envoyées à Philippe pour qu'il les garde. L'étau se resserrait, mais j'avais besoin d'un dernier coup de pouce. Un coup de grâce qui les empêcherait de se relever. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit qui m'a donné une idée diabolique. Philippe m'a appelé avec une nouvelle explosive. Éléonore, j'ai quelque chose d'urgent à te dire. Cette fille, Chloé, elle est enceinte. J'étais abasourdie. Qu'est-ce que tu dis? Tu es sûre? Absolument. Mes hommes l'ont vue se rendre plusieurs fois dans une clinique gynécologique privée. J'ai fait confirmer. Elle en est à environ 8 semaines. 8 semaines. J'ai fait un calcul mental. C'était juste avant mon voyage d'affaires à Genève. J'ai raccroché. Mon esprit tournait à toute vitesse. Un plan fou mais parfait a commencé à se former. Si Chloé pouvait être enceinte, pourquoi pas moi? J'ai agi immédiatement. J'avais une amie proche qui était gynécologue dans un grand hôpital privé. Quelqu'un en qui je pouvais avoir une confiance aveugle. Je suis allée la voir et je lui ai exposé mon plan. Au début, elle a refusé catégoriquement, disant que c'était trop dangereux et contraire à l'éthique. Mais après que je lui ai raconté toute l'histoire, l'indignation a remplacé ses principes professionnels. Elle a accepté de m'aider à condition que je m'assure que l'hôpital ne serait pas affecté. Avec l'aide de mon ami, j'ai obtenu une fausse échographie et un faux dossier de grossesse. Il indiquait clairement 12 semaines de grossesse. Développement normal. 12 semaines. J'avais calculé le chiffre avec précision. Si j'étais enceinte de 12 semaines, le moment de la conception coïnciderait exactement avec mon voyage à Genève. Cela signifiait que David ne pouvait pas être le père. Je voulais semer le doute dans son esprit,
Une suspicion absolue. Je voulais qu'il soit tourmenté. Qu'il se débatte avec ses propres calculs. Penserait-il que je lui avais été infidèle? Ou accepterait-il d'élever un enfant qui n'était pas le sien pour le bien de l'investissement de 40 millions et du bébé de Chloé? Cet acte de la pièce promettait d'être très intéressant. Ce soir-là, je suis rentrée à la maison avec une expression de fatigue, mais rayonnante de bonheur. Pendant le dîner, j'ai accidentellement laissé tomber une fourchette. En me penchant pour la ramasser, j'ai grimacé de douleur et j'ai mis la main sur mon ventre. Hélène, ma belle-mère, qui était très observatrice, a demandé instantanément, « Éléonore, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien ?» J'ai levé les yeux et j'ai souri timidement. Ce n'est rien, maman. Je suppose que j'ai été un peu fatiguée ces derniers temps. David a également demandé avec inquiétude, « Tu as mal quelque part? Ma chérie? Veux-tu que je t'emmène chez le médecin ?» J'ai secoué la tête, le regardant ainsi que le reste de la famille avec une expression de pur bonheur. J'ai sorti l'échographie de mon sac à main et je l'ai délicatement posée sur la table. Pas besoin d'aller chez le médecin, mon chéri. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toute la famille. Tous les yeux étaient fixés sur le papier. Laurent a été le premier à le prendre. Quand il a lu à haute voix, 12 semaines de grossesse, la pièce est tombée dans un silence stupéfait. J'ai vu le visage de David passer de la surprise à la stupéfaction, puis à une panique blême. Il m'a regardé, puis le papier, avec un regard plein de doute et de peur. Mon plan avait fonctionné. Le premier acte de la fin avait commencé. Ma « bonne nouvelle » a fait l'effet d'une bombe dans la famille de David. Laurent et Hélène étaient aux anges. Pour eux, ce petit enfant était la garantie ultime de l'investissement de 40 millions d'euros. L'héritier de l'empire qu'ils rêvaient de construire. Ils n'ont pas douté de la vérité de la grossesse une seule seconde. Ou peut-être préféraient-ils ne pas le faire. Mais David était différent. Dans les jours qui ont suivi, il a vécu un tourment. Je pouvais voir la confusion et la lutte interne dans ses yeux. 12 semaines. Ce chiffre l'obsédait jour et nuit. Il voulait me poser des questions, mais il n'osait pas. Il craignait que s'il le faisait, tout s'effondrerait. La comédie du mari heureux sur le point de devenir père prendrait fin, et le rêve de richesse de sa famille serait brisé. Sa cupidité et sa lâcheté l'empêchaient d'affronter la vérité. Pendant ce temps, je savais que la nouvelle de la grossesse de Chloé était déjà parvenue aux oreilles d'Hélène. David avait sûrement tout raconté à sa mère, cherchant son aide. Et une femme aussi pratique et tordue qu'Hélène avait déjà son propre plan. Ce dimanche-là, j'ai dit à David que je voulais aller chez ses parents pour leur annoncer la bonne nouvelle et prendre un repas en famille. C'était un piège que j'avais tendu, et je savais qu'ils y tomberaient. Le repas s'est déroulé dans une atmosphère de fausse joie. Hélène n'arrêtait pas de me servir de la nourriture, me donnant toutes sortes de conseils pour les femmes enceintes. Elle jouait parfaitement le rôle de la belle-mère aimante, inquiète pour son petit enfant. Après le repas, elle m'a appelé dans sa chambre pour parler, disant que c'était des « affaires de femmes ». David et Laurent se sont discrètement éclipsés. Dans sa chambre luxueuse mais froide, Hélène m'a pris la main et m'a dit d'une voix douce et compréhensive, « Éléonore, ma chérie, je sais que tu as beaucoup souffert ces derniers temps. Je sais tout sur David et cette fille. J'ai faim la surprise. » Les yeux larmoyants. « Maman. Vous saviez ?» Elle a soupiré en me caressant la main. « Je suis sa mère. Comment pourrais-je ne pas savoir? Les hommes sont comme ça. Parfois, ils s'amusent dehors. Mais l'important, c'est que dans leur cœur, il n'y a que toi et ton enfant. Tu vois. Il a reconnu son erreur et est revenu vers toi. Je sais que tu es une femme compatissante. Pardonne-lui. » J'ai baissé la tête en silence, jouant le rôle de l'épouse blessée mais prête à pardonner. Voyant cela, Hélène est allée droit au but. Et quant à cette fille, Chloé, elle est en fait un peu pathétique.
Elle a fait une erreur et maintenant elle porte le sang de cette famille dans son ventre. Elle s'est arrêtée pour observer ma réaction. Voyant que je ne disais rien, elle a continué avec une audace croissante. J'y ai bien réfléchi. Après tout, c'est mon petit enfant. Et l'abandonner serait dommage. Que dirais-tu? Eh bien, tu vas aussi bientôt accoucher. Alors nous pouvons faire d'une pierre deux coups. Nous dirons à tout le monde que tu attends des jumeaux. Quand l'autre fille accouchera, nous ramènerons le bébé à la maison et tu le reconnaîtras comme le tien. De cette façon, nous sauvons la réputation de la famille et nous ne perdons pas un héritier Fournier. Qu'en penses-tu? En écoutant ces mots, j'ai eu la nausée. Comment une femme aussi éhontée pouvait-elle exister? Proposant calmement à sa belle-fille d'élever l'enfant illégitime de son mari? Pour qui me prenait-elle? Une couveuse? Un outil pour légaliser les méfaits de son fils. J'étais préparée au pire. Mais son vrai visage me dégoûtait quand même. Cependant, un sourire s'est formé sur mes lèvres. J'avais secrètement activé l'enregistreur vocal de mon téléphone, qui se trouvait dans mon sac à main. Toute la conversation, chacun de ces mots inhumains, était en train d'être enregistré. J'ai levé les yeux et je lui ai fait face avec innocence. Maman. Alors je devrais élever les deux bébés. Pensez-vous que je serais capable de tout gérer? Hélène, voyant que je ne m'opposais pas, était ravie. Ne t'inquiète pas. Nous embaucherons de l'aide. Tu n'auras qu'à être leur mère à des fins légales. David te sera éternellement reconnaissant. Et toute la famille aussi. Pense Y. C'est la meilleure solution pour tout le monde. D'accord. Maman. Je vais y réfléchir. Ai-je répondu d'une voix obéissante. J'ai quitté la maison de mes beaux-parents avec le précieux enregistrement en ma possession. Ce serait une preuve irréfutable. Le coup de grâce qui mettrait fin à l'honneur de toute leur famille. Tout était prêt pour l'acte final. Après la conversation avec ma belle-mère, je suis rentrée chez moi avec un mélange de dégoût et de satisfaction. L'enregistrement sur mon téléphone était mon atout maître. La preuve définitive de l'impudence de toute leur famille. Maintenant, tout se déroulait selon le scénario que j'avais écrit. Ma fausse grossesse, combinée à la vraie de Chloé, était devenue de puissants narcotiques qui avaient fait perdre complètement la raison à la famille de David, ne laissant qu'une cupidité aveugle. Ils croyaient qu'ils étaient sur le point de tout obtenir. Un investissement de plusieurs millions pour sauver leur entreprise et non pas un, mais deux héritiers. Cette croyance les a rendus imprudents et négligents. Le lendemain, ma mère, Isabelle, a envoyé le nouveau contrat d'investissement à Fournier et Fils. C'était un contrat que Philippe et moi avions soigneusement réécrit. En apparence, il semblait encore plus généreux que le précédent, avec des clauses très attractives sur les bénéfices et le soutien technique. Mais à l'intérieur, il cachait des clauses juridiques extrêmement restrictives, des pièges financiers subtils qui, à la moindre négligence, pourraient tout leur coûter. Normalement, Laurent, un homme avec une certaine expérience des affaires, l'aurait scruté à la loupe, mais maintenant son esprit était obscurci par la vision d'un avenir brillant. De plus, avec moi, enceinte, et supervisant personnellement depuis l'entreprise, ils étaient convaincus qu'il s'agissait d'une simple formalité. Laurent et David ont signé le contrat sans hésiter. Au moment où le stylo de Laurent a touché le papier, j'ai su que le sort de Fournier et Fils était scellé. Pour démarrer le nouveau projet, selon les plans grandioses qu'ils avaient élaborés, ils avaient besoin d'un capital initial considérable. Mais leur entreprise était vide depuis longtemps. L'investissement de 40 millions d'euros du groupe Dubois, selon le contrat, ne serait débloqué par phase qu'après que Fournier et Fils auraient achevé les étapes correspondantes. Cela les a forcés à obtenir les fonds initiaux par leurs propres moyens. Et c'est là que je suis entrée en jeu. En tant que superviseur, j'ai commencé à formuler des exigences raisonnables pour accélérer le projet. Je leur ai demandé d'embaucher une équipe coûteuse de consultants étrangers,
d'importer les machines les plus modernes et de verser d'importants acomptes pour des matériaux haut de gamme. C'étaient toutes des dépenses énormes. Acculés, père et fils n'ont eu d'autre choix que de commencer à contracter des prêts. Les banques leur avaient fermé leurs portes depuis longtemps en raison de leur historique de défaut de paiement. Leur seule option était les prêteurs privés au taux d'intérêt usuraire. Ils ont hypothéqué leur hôtel particulier, les voitures, mobilisé toutes les ressources possibles, entrant dans une spirale de dettes comme des papillons de nuit attirés par une flamme. Ils croyaient qu'ils n'avaient qu'à tenir un peu. Dès que le groupe Dubois commencerait à injecter de l'argent, tous leurs problèmes seraient résolus. Chaque jour au bureau, je les voyais désespérés, cherchant de l'argent, s'humiliant devant des voyous à l'air menaçant. En voyant leurs visages angoissés et hagards, je n'ai ressenti aucune satisfaction, seulement une froideur terrifiante à l'intérieur. Comme les gens peuvent devenir stupides quand la cupidité les aveugle. Ils creusaient leur propre tombe tout en croyant joyeusement qu'ils construisaient un paradis. L'étau s'était refermé. Il ne manquait plus que le coup de grâce. Après près de 2 mois à tourmenter la famille de David dans leur propre piège financier, j'ai su que le moment était venu. Fournier et fils étaient endettés jusqu'au cou, dépendant complètement de notre investissement imminent. Il était temps de baisser le rideau. J'ai dit à David que pour annoncer officiellement la collaboration et célébrer la bonne nouvelle de la famille, je voulais organiser une grande fête. Une fête pour réaffirmer la position de Fournier et fils et faire taire les rumeurs sur sa mauvaise situation financière. David et sa famille sont devenus fous de joie. C'était exactement ce qu'ils attendaient. Un événement de grande envergure pour annoncer au monde qu'ils étaient de retour. Plus forts que jamais. Avec le soutien du puissant groupe Dubois. Sans hésiter. Ils ont accepté et m'ont donné carte blanche pour tout organiser. J'ai choisi le grand salon de l'hôtel Plaza Athénée. L'un des hôtels 5 étoiles les plus luxueux et les plus chers de Paris. J'ai envoyé des invitations à toute l'élite des affaires, aux grands partenaires, aux banques, et bien sûr, à la presse. Je voulais que tout le monde soit là pour assister à la chute de la famille Fournier. Ce soir-là, la famille de David est arrivée très tôt. Ils portaient leurs plus beaux vêtements, le visage rayonnant d'arrogance et de triomphe. Laurent se promenait en saluant les invités importants en tant qu'hôte de la fête. Hélène, couverte de diamants, riait et se vantait de sa brillante belle-fille et de son futur petit-enfant. David ne me quittait pas. Un bras possessif autour de ma taille, jouant le rôle du mari aimant et de l'homme à succès sur le point d'atteindre la gloire. Il ne savait pas que tout était une grande mise en scène que j'avais préparée. Chaque félicitation, chaque regard d'admiration était un couteau invisible qui gonflait leur ego pour que la chute soit encore plus douloureuse. J'étais le centre de l'attention dans une robe de soirée rouge profond, souriante et saluant tout le monde. La robe était conçue pour cacher mon ventre plat. J'ai regardé mon mari, sa famille, immergés dans leur fausse gloire, sans rien ressentir. Ce serait leur dernière fête? Et c'est moi qui soufflerais les bougies sur ce gâteau du destin. La scène était prête, les acteurs à leur place. Il ne restait plus qu'à ce que le rideau se lève sur la tragédie finale. Lorsque la fête battait son plein, la musique douce s'est soudainement arrêtée. Toutes les lumières de la salle de bal se sont éteintes, sauf un projecteur qui m'éclairait. Alors que je montais sur scène, tous les regards étaient tournés vers moi. Le silence est devenu absolu. La famille de David m'a regardé avec fierté, pensant que j'allais faire un discours pour les honorer et annoncer le projet du siècle. J'ai souri. Un sourire radieux, mais sans chaleur. J'ai pris le microphone et ma voix claire a résonné dans la salle. Bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Je suis Éléonore Dubois, directrice du groupe Dubois et, comme vous le savez, l'épouse de David Fournier. J'ai fait une pause, en regardant David. Il a souri, m'encourageant. Je me suis tournée vers le public. Aujourd'hui est un jour très spécial. Je suis ici pour partager avec vous quelques histoires. Des histoires sur la vérité. Sur ceux
J'ai fait un signe au technicien. Sur le grand écran derrière moi, au lieu d'une vidéo de projet, un enregistrement a commencé à jouer. Ne t'inquiète pas. Maman. Ma femme est une idiote. Elle gobera tout ce que je lui raconterai. C'était la voix arrogante de David. La même que j'avais entendue de derrière la porte. Un murmure a parcouru la salle. Le sourire s'est figé sur les visages de David et de sa famille. Ils étaient stupéfaits, ne comprenant rien. Le premier enregistrement s'est terminé et le second a commencé. Cette fois, c'était la voix d'Hélène. Nous dirons à tout le monde que tu attends des jumeaux. Quand l'autre fille accouchera, nous ramènerons le bébé à la maison et tu le reconnaîtras comme le tien. À ce moment-là, le scandale a éclaté. Les gens ont commencé à chuchoter et tous les regards d'étonnement, de mépris, de pitié étaient fixés sur la famille Fournier, pétrifiés sur leur siège. J'ai laissé le chaos se calmer un peu avant de continuer d'une voix ferme. Mesdames et messieurs, pendant 3 ans, j'ai vécu dans une pièce de théâtre parfaitement orchestrée. Ils m'ont approché et m'ont épousé avec un seul objectif, les 40 millions d'euros du groupe Dubois. Ils m'ont traité comme une idiote, un outil pour leur profit. J'ai regardé directement David, qui tremblait, pâle comme un fantôme. Lui, le mari que j'aimais de tout mon cœur, m'a été infidèle et a conspiré avec sa famille pour me tromper. Puis je me suis tournée vers Hélène. Et elle, la belle-mère que je respectais profondément, a eu l'audace de me proposer d'élever l'enfant illégitime de mon mari. Une proposition indécente qu'aucune femme ne pourrait accepter. J'ai posé la main sur mon ventre, là où tout le monde croyait qu'une vie grandissait. Et cette grossesse, ai-je dit amèrement, faisait également partie de mon plan de vengeance. Je ne suis pas enceinte. Un hoquet a parcouru la salle, mais le choc n'était pas terminé. Et quant à l'enfant de sa maîtresse, ai-je continué avec un regard acéré? J'aimerais aussi t'informer de quelque chose. David. Ce bébé n'est pas non plus le tien. Avant de partir, elle m'a tout avoué. Tu n'étais qu'une de ses nombreuses sources de revenus. Au même moment, dans un autre lieu, ma mère tenait une conférence de presse urgente. Toutes les preuves de fraude fiscale et comptable de Fournier et Fils étaient rendues publiques. Le rideau était tombé. La vérité était exposée, nue sous les lumières de la scène. Mes derniers mots ont été comme un coup de foudre. Non seulement pour la famille de David, mais pour toutes les personnes présentes. La fête s'est transformée en une scène chaotique. Les flashs des appareils photo crépitaient sans cesse. Les journalistes se sont rués pour obtenir la meilleure photo de la famille déchue. Hélène n'a pas supporté le choc et s'est évanouie sur place. David se tenait là comme une statue de sel, me regardant avec des yeux vides, balbutiant des mots insensés. Mais le premier à tomber fut Laurent. En entendant les secrets honteux de son entreprise dévoilés et confronté à l'humiliation publique, il a porté la main à sa poitrine, est devenu violet et s'est effondré. Une crise cardiaque. Des cris. Des gens appelant une ambulance. La grande fête s'est terminée dans une scène tragique et désordonnée. Depuis la scène, je regardais tout en silence. Je ne ressentais aucune joie. Seulement un vide glacial. La vengeance était terminée. Mais elle laissait un goût amer. En une seule nuit, l'empire que la famille Fournier avait tenté de construire sur un mensonge s'est complètement effondré. Le lendemain matin, tous les journaux ont ouvert avec le scandale de Fournier et Fils. Les actions de la société ont chuté pour ne plus rien valoir. En quelques heures, les banques et surtout les prêteurs privés sont venus réclamer leurs dettes. L'hôtel particulier, les voitures, toutes leurs propriétés ont été saisies. Ils sont passés de la vie de luxe à la misère. La famille s'est désintégrée. Laurent a survécu à la crise cardiaque mais est resté hémiplégique, cloué au lit. Hélène a perdu la raison à son réveil, passant ses journées à pleurer et à maudire. Et David, de beau vice-président, est devenu un chômeur avec une dette de plusieurs millions et un avenir sombre.
Il a dû emmener ses parents vivre dans un petit appartement sale et loué dans un quartier populaire. La chute a été rapide et brutale. C'était le prix qu'ils payaient pour leur cupidité et leurs mensonges. J'avais obtenu justice pour moi-même, mais la cicatrice sur mon cœur ne guérirait probablement jamais complètement. Quelques jours après la fête fatidique, lorsque les eaux se sont calmées, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Non pas pour rendre visite à Laurent, mais pour compléter mon dernier acte pour le public. Je devais projeter l'image d'une femme trahie mais magnanime. Une victime noble. C'était important pour mon image et celle du groupe Dubois. Vêtue simplement, avec peu de maquillage et un panier de fruits, je suis entrée à l'hôpital, suivie par quelques journalistes qui avaient été fortuitement prévenus. Je suis allée dans la chambre de Laurent. Seul David était à l'intérieur. Il était émacié, avec une barbe de plusieurs jours et des vêtements froissés. Il ressemblait à un fantôme. Quand il m'a vu, il a tressailli avec un mélange de haine et de peur dans les yeux. Je l'ai ignoré et j'ai laissé le panier sur la table. J'ai regardé Laurent, immobile dans le lit. Puis je me suis tournée vers David. Après tout, c'était mon beau-père. Je suis venue voir comment il allait, ai-je dit calmement. David n'a pas répondu. Peut-être ne savait-il pas quoi dire. Me haïr? Mais c'est sa famille qui avait tout commencé. Je suis restée environ 5 minutes. Assez longtemps pour que les photographes prennent leurs clichés. Puis je me suis retournée pour partir. Dans le couloir, David a couru après moi et m'a arrêtée. Il s'est soudainement agenouillé, pleurant inconsolablement au milieu du couloir de l'hôpital. Éléonore, s'il te plaît, pardonne à ma famille. Nous n'avons plus rien. Mon père est paralysé. Nous n'avons pas d'argent pour les médicaments. Pourrais-tu nous prêter de l'argent? Pour l'amour que nous avons eu un jour? Je t'en supplie. Je l'ai regardé froidement, agenouillé à mes pieds. L'amour que nous avons eu un jour. Il osait encore le mentionner. Même dans cette situation, il ne pensait qu'à l'argent. J'ai repoussé sa main de ma jambe et j'ai fait un pas en arrière. J'ai sorti quelques pièces de mon portefeuille, celles que j'utilisais pour le parc-mètre, et je les ai jetées par terre. Tu veux de l'argent? Tiens. C'est tout ce que tu mérites de ma part, ai-je dit avec mépris. Et ne réapparaît plus jamais dans ma vie. Ou la prochaine fois. Nous nous reverrons au poste de police. Sur ce, je me suis retournée et je suis partie sans regarder en arrière. Derrière moi, j'ai entendu ces sanglots de rage et de désespoir. La pièce était vraiment terminée. Après le divorce et le règlement de toutes les affaires, ma vie est lentement revenue à la normale. Je me suis jetée dans le travail pour oublier les mauvais souvenirs. Sous ma direction et celle de ma mère, le groupe Dubois a grandi et s'est développé. Les succès professionnels ont en partie apaisé la douleur de la trahison. Mais David ne me laissait pas tranquille. Ayant tout perdu, il semblait avoir perdu la raison aussi. Il a commencé à me suivre. Parfois, je voyais sa silhouette familière rôder près du bureau ou de ma porte d'entrée. Il ne s'approchait pas. Il me regardait simplement de loin avec une expression complexe. Au début, je l'ai ignoré, pensant qu'il se lasserait. C'est à cette époque que j'ai renoué avec Adrien lors d'une conférence économique. Adrien Lefebvre était le fondateur d'une start-up technologique prometteuse. Un jeune entrepreneur brillant, honnête et passionné. Nous avions été camarades de classe à HEC. Mais nous nous étions perdus de vue. Quand nous nous sommes revus, le courant est passé tout de suite. Il était intelligent, drôle et, surtout, sincère. Avec lui, je me sentais en paix. Je sentais que je pouvais redevenir moi-même. Un sentiment que j'avais oublié depuis longtemps. Nous avons commencé à nous fréquenter. Adrien connaissait mon histoire par les journaux, mais il n'a jamais posé de questions. Il est simplement resté à mes côtés, prenant soin de moi et montrant son affection par des actes. Peu à peu,
Mon cœur de glace a commencé à fondre. La présence d'Adrien dans ma vie a rendu David fou. Il ne se contentait plus de regarder de loin. Il a commencé à m'envoyer des messages de menaces remplis d'une jalousie maladive. Un soir, alors qu'Adrien et moi dînions dans un restaurant, il a fait irruption pour confronter Adrien. La sécurité a dû intervenir pour le faire sortir. Son harcèlement est devenu intolérable. Et je savais que je ne pouvais pas continuer à l'ignorer. J'avais besoin d'avoir une dernière conversation avec lui. Une pour régler l'affaire une fois pour toutes. J'ai décidé de le rencontrer. Non pas dans un lieu public, mais dans notre ancien appartement, qui était maintenant ma propriété après le divorce. Je voulais qu'il affronte tout ce qu'il avait perdu. David est arrivé au rendez-vous encore plus pathétique qu'à l'hôpital. Il était squelettique, avec des yeux fatigués et cernés, et des vêtements vieux et usés. Il ressemblait à un fantôme. Quand il m'a vu, il s'est jeté pour me prendre la main. « Éléonore, tu as enfin voulu me voir. Je le savais. Je savais qu'au fond de toi, tu m'aimais encore. » J'ai reculé, gardant mes distances. Ne te fais pas d'illusions. Je t'ai appelé pour mettre les choses au clair une fois pour toutes. Mettre quoi au clair? Éléonore? Nous pouvons tout recommencer, a-t-il plaidé. Je sais que j'ai fait une erreur. Je vais la réparer. Je ferai n'importe quoi pour me rattraper. Nous étions heureux. As-tu oublié? J'ai ri. Un rire froid. Heureux? Le genre de bonheur construit sur des mensonges et de la tromperie. David. Sais-tu pourquoi tu as échoué si misérablement? Il m'a regardé. Confus. Parce que tu es stupide et arrogant? Ai-je dit d'une voix tranchante. Tu pensais que je ne savais rien? Que j'étais facile à tromper. Mais tu avais tort. Tout, depuis le moment où je suis rentrée de Genève, faisait partie de mon plan. Le faux vase. La rencontre au restaurant. Le contrat d'investissement. La fausse grossesse. J'ai tout orchestré. J'ai eu 2 longueurs d'avance sur toi tout ce temps. Je lui ai raconté mon plan en détail, sans rien omettre. Je voulais qu'il sache qu'il n'avait jamais été le gagnant. Juste une marionnette dans la pièce que j'avais moi-même dirigée. Au fur et à mesure que je parlais, le visage de David est passé de l'espoir à l'étonnement, puis à l'horreur, et enfin au désespoir. Il a reculé, me regardant comme si j'étais un monstre. Non. Ce n'est pas possible. Tu m'as trompé. Exactement. Ai-je affirmé. Je t'ai juste traité comme tu m'as traité. Tu m'as appris une leçon, dans cette vie. On ne peut faire confiance à personne. Maintenant, c'est fini. Sors de ma vie. Si tu continues à me suivre ou à me harceler, cet enregistrement ira directement à la police. J'ai brandi mon téléphone, lui montrant le fichier audio avec ses menaces. C'était une preuve suffisante pour l'envoyer en prison pour quelques années. David a regardé le téléphone, puis moi. Sa volonté et le peu de fierté qu'il lui restait brisé. Il s'est effondré au sol, pleurant silencieusement. Un homme qui avait tout perdu, famille, carrière, amour, et même sa dignité. Après cette dernière confrontation, David a complètement disparu de ma vie. Plus de filatures. Plus de messages. La dure vérité que je lui avais révélée l'avait anéanti. Quelque temps plus tard, j'ai lu une petite note dans la section économique d'un journal. Laurent Fournier, après un long traitement, avait retrouvé une partie de sa mobilité et de sa parole. La première chose qu'il a faite a été d'envoyer une lettre d'excuse publique à ma mère et à moi par l'intermédiaire de son avocat. Il y admettait toutes les erreurs de sa famille, la cupidité qui les avait aveuglés, et demandait le pardon de la société. C'était un geste intelligent. Bien que tardif. Il ne sauverait pas leur entreprise ni ne restaurerait ce qu'ils avaient perdu. Mais au moins, il leur permettait de conserver une dernière once d'honneur.
Le rideau sur la mascarade des Fournier est tombé définitivement au milieu de la ruine et du regret. Quant à Chloé, comme je l'avais prévu, après avoir reçu une grosse somme d'argent et appris la vérité sur la grossesse, elle a également disparu en silence. Elle était assez intelligente pour comprendre que rester à Paris ne lui apporterait rien de bon. Une leçon très chère pour une jeune femme qui avait pris un mauvais virage. Ma vie, à partir de là, est devenue paisible. Les fantômes du passé ont cessé de me hanter. J'ai pu me consacrer entièrement à la construction de mon avenir. La relation entre Adrien et moi a progressé naturellement et solidement. Il n'était pas un substitut à David. Il était un chapitre complètement nouveau dans ma vie. Il m'a apporté la confiance, le respect et un amour sincère, sans calcul. Nous avons décidé de nous marier après 1 an de relation. Notre mariage n'était pas ostentatoire. Seule la famille et les amis proches y ont assisté. Mais il était rempli de bonheur et de chaleur. Ma mère m'a regardé dans ma robe de mariée avec les yeux humides, a pris la main d'Adrien et lui a demandé de bien prendre soin de sa fille unique. Peu après le mariage, j'ai découvert que j'étais vraiment enceinte. Ce sentiment était complètement différent de la fausse grossesse. C'était une joie sacrée, une douce attente. Adrien a pleuré de bonheur. Il a pris soin de moi avec une attention infinie, ne me laissant pas faire la moindre chose. Le groupe Dubois, sous ma direction et avec le soutien de ma mère, est devenu de plus en plus fort, s'étendant dans toute la région. J'avais prouvé ma valeur, non pas comme la fille de la PDG, mais comme une véritable femme d'affaires. J'avais une nouvelle vie, une nouvelle famille, un bonheur plein et serein. Quelques mois plus tard, j'ai donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Magnifique. Il était le portrait craché d'Adrien. En regardant mon fils dormir dans mes bras, j'ai senti que ma vie n'avait jamais été aussi complète. Toute la douleur, tous les dommages du passé semblaient avoir guéri. Un après-midi, alors que je regardais la télévision dans le salon, un bref reportage sur les entrepreneurs qui, après une période de gloire, étaient tombés en disgrâce, a été diffusé aux informations économiques. Et là, j'ai vu David. Il est apparu à l'écran non pas comme un homme d'affaires prospère, mais comme un débiteur sur la liste des risques nationaux. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus, hagard, la peau foncée et des vêtements usés. Il répondait aux questions d'un journaliste dans un restaurant de bord de route. Lorsqu'on l'a interrogé sur ses erreurs passées, il a baissé la tête et a souri amèrement. C'était de ma faute, uniquement la mienne. On récolte ce que l'on sème. Le bien et le mal se paient. Il n'y a aucun doute là-dessus. Adrien s'est approché et a doucement éteint la télévision. Il a passé son bras autour de mes épaules, sans rien dire. J'ai posé ma tête sur son épaule, souriant sereinement. Le passé était enfin derrière moi. Devant moi. Il n'y avait qu'un avenir radieux avec l'homme que j'aimais et notre petit-fils. J'avais renversé le jeu de ma vie et j'avais enfin trouvé mon véritable bonheur.